Bonsoir tout le monde et merci d'être là si nombreux. Nous sommes très heureux d'ouvrir aujourd'hui, ici à l'EHESS, ce colloque Paysage global de Caen. Et je passerai la parole à différentes personnalités qui sont là, qui représentent des institutions, mais qui se représentent aussi eux-mêmes, pour ouvrir ce colloque. Pierre-Cyril Aucoeur, président de l'EHESS. Excusez-moi, je vais perdre mes mots. Guy Amselem, président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. François Errand, représentant de l'Agence nationale de la recherche. Et Luc Cambrésis, du département Société de l'Institut de recherche pour le développement. Donc je passe la parole à Pierre-Cyril Aucoeur. Monsieur le Président de la Cité de l'Architecture, Monsieur le Directeur du département des sciences humaines de l'ANR, Monsieur le Directeur du département Société de l'IRD, cher Michel Agier, chers amis, collègues, étudiants, représentants de différentes associations, ONG, architectes, urbanistes, je ne sais pas, beaucoup d'autres encore. Bienvenue à tous à l'École des hautes études en sciences sociales. Je suis très heureux de vous accueillir dans cet endroit où s'ouvre cette conférence qui va traiter du paysage global de Caen. Une conférence qui est bien, je crois, conforme à ce que nous essayons de produire à l'École des études en sciences sociales, réunir autour de questions aiguës de la société contemporaine. Et il est clair que cette question qui nous réunit est particulièrement aiguë aujourd'hui. Elle est à la une de tous les journaux depuis maintenant quelques années, presque quotidiennement. Cette question, elle est abordée ici dans un esprit partenarial avec des personnalités venant de divers mondes qui sont nécessaires à la compréhension collective de ce phénomène. Alors ça peut se lire d'une manière institutionnelle, en voyant qu'effectivement, c'est un projet qui s'inscrit dans un programme de l'Agence nationale de la recherche, qui a identifié cette question comme une question importante dans son appel à projet Globalisation et gouvernance. C'est un programme mené dans un laboratoire d'anthropologie de l'EHESS, l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, dans l'équipe du laboratoire d'anthropologie urbaine. C'est un programme mené en coopération avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, parce que les questions de Caen sont des questions qui sont d'abord ancrées dans une réalité matérielle pour laquelle l'expérience de l'architecte, l'expérience de l'urbaniste sont cruciales. Et c'est aussi un partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement, parce que ce sont des questions qui évidemment touchent particulièrement, mais même si ce n'est pas exclusivement, les pays en développement, qui ont des liens étroits avec des phénomènes majeurs étudiés particulièrement à l'IRD, les déplacements de population, les questions de développement économique et leur lien avec le développement social, avec l'urbanisation en particulier. Et donc c'est la réunion de ces institutions et des compétences qui sont développées qui est la condition de la réussite de ce genre de travail. À l'EHESS, ces questions sont abordées de manière extrêmement diverses à travers de nombreuses disciplines. Si aujourd'hui c'est l'anthropologie qui est au cœur de cette approche, je voudrais aussi signaler que d'autres collègues appartenant à d'autres disciplines peuvent apporter des compléments qui ne sont pas dans la problématique exacte qui était celle de ce jour, mais qui peuvent avoir une importance. Je pense aux travaux qui ont été menés notamment sur
les grands mouvements de violence de masse, les génocides et autres, notamment par des historiens. Je pense par exemple au colloque qui aura lieu l'année prochaine sur le génocide des Arméniens et qui sera à l'occasion de l'anniversaire de ce génocide, organisé entre autres par Hamid Bozarslan, aux travaux sur les violences génocidaires, sur les violences de guerre en général, initiées par en particulier les collègues travaillant sur la guerre de 14, qui ont eu des échos importants récemment et qui débouchent sur aussi des analyses contemporaines. Je pense que, par exemple, un collègue comme Stéphane Audouin-Rousseau a travaillé sur la guerre de 14 et maintenant a travaillé aussi sur les violences en Afrique, au Rwanda notamment. Il y a des approches liées de plus de psychologie sociale. Je pense en particulier aux travaux menés autour de Richard Reichmann. Ces éléments sont des compléments par rapport à ce qui est mené aujourd'hui. Et je pense qu'il y a déjà énormément dans l'articulation de plusieurs traditions anthropologiques qui vont être réunies ici et dont le HESS est fier d'être un des lieux où elles se combinent. Je pense aux approches menées par en particulier Georges Ballandier et le Centre d'études africaines sur ce qu'il appelait les nouveaux mondes, aux travaux sur les mondes contemporains dans la tradition de Marc Auger et également à ceux d'Emmanuel Terret, dont je suis heureux qu'il participe aussi à ce colloque. C'est donc un colloque qui réunit nombre d'institutions, nombre d'approches scientifiques pour traiter d'un problème crucial de la société contemporaine. Je crois que c'est essentiel pour nous que les problèmes tels que celui qui va vous occuper pendant les 2 jours qui viennent ne soient pas traités de manière séparée par des chercheurs et par des professionnels, divers types de professionnels, on l'a vu, mais soient discutés en commun, quitte à ce que chacun doive ensuite les restituer dans la forme technique et spécialisée qui est celle de sa propre discipline. Et à cet égard, je pense que toutes les institutions qui sont présentées ici sont d'accord sur l'importance de cette réunion et je suis heureux que vous soyez aussi nombreux pour cette opération, ce qui montre bien l'assentiment à ce type d'approche. Donc je félicite les organisateurs pour ce colloque et je passe la parole à Guillaume Slem en vous remerciant tous de votre présence et en vous souhaitant un bon colloque. Monsieur le Président, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, je veux d'abord vous dire que je suis très heureux que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine se soit associée à l'EHESS pour l'organisation de ce colloque à l'occasion de la parution de l'ouvrage Un monde de Caen, dirigé par Michel Agier avec la collaboration de Clara Lecadet. Je remercie tous les partenaires de ce colloque pour leur soutien, l'Agence nationale de la recherche, l'Institut de recherche pour le développement, la Ville de Paris. Je souhaite également remercier les organisateurs de ces journées, tout particulièrement Michel Agier, bien sûr, mais aussi Fiona Meadows, qui est parmi nous, qui est responsable de programme à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine réunit, peut-être le savez-vous, en une même institution, un centre d'architecture, un musée, une école, une bibliothèque spécialisée et un centre d'archives, le seul centre d'archives que compte notre pays, d'archives d'architectes du XXe et du XXIe siècle. Elle a plusieurs raisons de se réjouir de l'organisation de ce colloque. La première, c'est que nous souhaitons affirmer en tant qu'institution culturelle un positionnement résolu dans le domaine de la recherche. Ce positionnement est l'un des axes de notre projet d'établissement, projet scientifique, culturel et pédagogique, un axe qui a déjà trouvé plusieurs manifestations. L'entrée dans le laboratoire d'excellence création art patrimoine de la commu ESAM, au moment où nous y sommes rentrés, le HESS en faisait encore partie. Conclusion de partenariat ayant donné lieu ces derniers mois à l'organisation de plusieurs colloques, journées d'études,
avec l'INHA, l'Université Paris 1, l'École nationale des ponts et chaussées, l'Institut d'urbanisme de Paris et bien sûr les écoles d'architecture. Création en collaboration avec les unités de recherche des écoles d'architecture d'une bibliothèque doctorale numérique qui regroupe l'ensemble des thèses d'architecture déjà soutenues et en cours et qui donne ainsi une visibilité à l'effort de recherche qui est mené depuis 20 ans et qui est méconnu, et mise en place dès cette rentrée universitaire d'une encyclopédie collaborative numérique de l'architecture. C'est un projet qui est en quelque sorte un Wikipédia, mais qui serait au format 2.0 et qui relève dans notre esprit tout autant du web social, donc des pratiques collaboratives, que de la base de données. Projet qui associe enseignants, doctorants et étudiants des écoles d'architecture et de l'université. La seconde raison que nous avons de nous réjouir de ce colloque est que vos travaux font écho à nos propres préoccupations, puisque nous travaillons à l'organisation en 2016 d'une exposition sur le thème du campement. Le médium exposition, dont sont familières les institutions culturelles, permet précisément de donner une expression formelle autre qu'exclusivement écrite au travail de la pensée. Et les expositions sont souvent, pas toujours, mais souvent, l'aboutissement d'une longue recherche jalonnée de journées d'études, de colloques, de publications. Et dans cette perspective, évidemment, vos débats ne pourront qu'enrichir notre projet. L'encampement du monde, observé par Michel Agier à l'issue de l'enquête menée depuis une quinzaine d'années par une équipe de chercheurs, est un fait social total, pourrait-on dire, invitant évidemment à étudier l'épaisseur anthropologique des lieux, les parcours de ceux qui y vivent, mais aussi, et nous y sommes sensibles, leur matérialité et leur spatialité, la façon dont y sont gérés l'urbanisme, mais également les problèmes de voirie ou d'assainissement. Vos travaux le montrent, les savoirs et les techniques déployés dans la conception, l'organisation et la gestion des camps sont devenus complexes. Les modules préfabriqués conçus par des architectes y ont remplacé les tentes et les urbanistes y sont sollicités pour gérer les flux de population. Vous faites l'hypothèse, au-delà de ces dimensions sociales et spatiales, que le camp est devenu un mode de gouvernementalité spécifique des migrations contemporaines. Le camp serait ainsi au gouvernement mondialisé ce que fut en son temps le panoptique de Bentham au gouvernement libéral national, c'est-à-dire un système de surveillance et de gestion des mobilités qui transforme profondément le rapport entre gouvernants et gouvernés. L'extension du domaine du camp vous conduit à considérer celui-ci comme un laboratoire du devenir du monde contemporain. Peut-être l'encampement préfigure-t-il notre propre condition d'individus désaffiliés du monde globalisé, étrangers à nous-mêmes, comme dit joliment Julia Kristeva, ou enfermés dehors, comme l'écrit Michel Agier, dans un état de suspension juridique. Les camps anticiperaient ainsi l'expérience du monde dans les marges et les frontières, mais aussi la disparition de l'étranger, remplacé par les nouvelles figures du déraciné, du dépaysé, du délocalisé, avatar moderne d'un entre-deux, dont les multiples déclinaisons entre deux pays, deux cultures, deux langues ou deux situations juridiques disent le caractère peu hospitalier du hors-lieu qu'il désigne. La Cité de l'Architecture est bien sûr attentive à ce regard critique que vous portez sur le paysage global de Caen que donne à voir notre monde, mais elle s'intéresse aussi à l'ambivalence du campement, à son inventivité spatiale, au potentiel de renouvellement qu'il peut porter. Elle observe par exemple avec intérêt le développement ces dernières années de manifestations politiques dans l'espace public, des indignés de la Puerta del Sol de Madrid à Occupy Wall Street, qui se rejoignent dans l'usage du campement, dans la revendication égalitaire, dans la capacité à fabriquer un territoire imaginé, soutenu par l'espace de l'occupation et ses pratiques. Le campement redonne alors, comme l'écrit Michel Dussault, une capacité à partager spatialement l'expérience sociale. Il manifeste aussi l'émergence d'une autre présence au monde, à l'ère de l'Anthropocène, fondée sur la conviction qu'une certaine frugalité est désormais nécessaire dans le rapport qu'entretiennent les humains avec des écosystèmes qu'ils ont largement mis à mal. Le campement peut alors exprimer la recherche de nouvelles manières de faire société, de réinventer le partage et la solidarité.
Si exister est, comme le dit l'étymologie, se tenir hors de soi ou à l'avant de soi, alors habiter le campement, c'est aussi exister, c'est-à-dire faire l'expérience de la présence en un lieu. J'en terminerai là. Je vous souhaite de bons échanges et je vous donne rendez-vous dès demain matin dans l'auditorium de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au Trocadéro. Je vous remercie. Alors, je suis là en tant que représentant du département des sciences humaines et sociales de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui a largement contribué à financer ce projet. C'est un projet qui remonte à l'époque où l'ANR avait encore des programmes thématiques, et des programmes thématiques qu'on essayait de concevoir en relation avec la demande des chercheurs, et après tout un processus de capitalisation interne. Vous savez qu'aujourd'hui, ces appels thématiques n'existent plus, sont remplacés par un grand appel générique, lui-même subdivisé en axes dans lesquels on peut retrouver parfois des équivalents de tout ça. On s'efforce du moins de le faire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue de l'ANR, c'est une des parties les plus intéressantes du travail, c'est de suivre un grand projet comme celui-ci, qui se développe, qui est un projet exemplaire parce qu'il est multidisciplinaire, il est multi-institution, il traite d'un problème très aigu. On voit bien que les camps s'insèrent dans toute une chaîne et qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas jusqu'au camp puisqu'ils meurent en cours de route, il ne faut pas l'oublier. Et tout ceci donc fait partie des thèmes que l'ANR est fière de pouvoir soutenir par notamment un processus de sélection entre les pairs qui essaie, ça c'est toute la difficulté de l'exercice, d'être aussi neutre que possible. Donc je me réjouis tout particulièrement de voir ce projet prendre la forme très concrète d'un livre absolument magnifique, de toute une série. Bon, j'ai été invité, j'ai eu l'occasion d'avoir été invité dans ce programme. J'ai visité un centre de réfugiés à Malte dans le cadre de ce programme. C'est une expérience que je ne suis pas prêt d'oublier. Donc c'est un projet que nous suivons avec, je dirais, une attention toute particulière et avec une immense satisfaction. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je ne peux que vraiment exprimer mon admiration à tous les contributeurs, à tous les coordinateurs, de quelque rang qu'ils soient, qui ont participé à ce magnifique projet. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Puisque j'aurai l'occasion demain d'animer une table ronde, je ne m'exprimerai pas davantage sur le contenu de cet ouvrage. Là, ce que je voudrais dire surtout, c'est combien je suis honoré et content de me retrouver à cette table d'ouverture pour ce colloque, et ceci pour deux raisons. D'abord, en tant que représentant de l'IRD, puisqu'on l'oublie parfois, c'est la maison de rattachement de Michel Agier. Et puis c'est aussi le fait que nous ayons participé matériellement à l'édition de cet ouvrage, mais aussi à la tenue de ce colloque. Donc ça, c'est la raison, je dirais, institutionnelle. Et puis, il y a une raison plus personnelle, c'est que Michel et moi faisons partie de ces quelques poignées de chercheurs qui, il y a une vingtaine d'années, avons été à l'origine de ce mouvement de recherche à l'IRD et ailleurs. Et je dois dire que quand on voit l'ampleur de l'assistance aujourd'hui, on se dit qu'on peut mesurer l'importance du chemin parcouru. Et en ce sens, je ne peux que dire bravo à Michel et merci. Bien, alors sans transition, et merci à pour tous ces mots importants qui ont été dits. Nous allons faire sans transition un petit déplacement de table. Clara Lecadet, qui est anthropologue à l'EHESS, chercheur postdoctoral de l'ANR, et qui a
largement et décisivement contribué à la préparation, à l'organisation de cet ouvrage, a souhaité, et c'est important pour nous, dire quelques mots de présentation d'Achille Mbembe qui va nous présenter sa conférence inaugurale. Donc, on va laisser la place à Clara et Achille. Cher Achille Mbembe, pour l'ouverture de ce colloque sur les camps, nous sommes très heureux, vraiment très heureux, d'accueillir un indocile. Indocilité de l'enfance et de l'adolescence, quand, dévorant les livres de votre éducation chez les dominicains, vous dévisagez le Christ avec curiosité et scepticisme, non sans être insensible au charme de la Vierge. Indocilité de la jeunesse, quand, engagé dans la jeunesse étudiante chrétienne, vous vous exercez aux armes d'une critique qui défie l'autorité de l'Église et de l'État dans un pays où les idées se paient au prix fort et où vous vous découvrez vous-même dans les camps paysans où les étudiants donnaient des cours d'alphabétisation et apprenaient en retour la démesure des inégalités sociales. De la théologie de la libération de Gutiérrez et de la pédagogie des opprimés de Freire, vous tirez une lecture politique du christianisme. Votre maîtrise d'histoire, La violence dans la société bassa du Sud Cameroun, essai d'analyse historique, porte sur l'insurrection anticoloniale des années 50 et au récit du passé se mêle l'amertume liée à l'oubli dans lequel le gouvernement présent a plongé l'indépendantiste Ruben Oum-Niobé. La répression du mouvement des étudiants et l'expulsion des pères dominicains vous éloignent encore un peu plus d'un pays dont la violence et les excès vous révulsent. Et de vous demander comment construire l'Afrique comme objet de savoir alors que vous la quittez. À Paris, lieu d'un premier exil, vous vous liez avec Jean-François Bayard, avec qui vous publierez Afriques indociles, christianisme, pouvoir et État en société post-coloniale. Et bien que vous obteniez un doctorat d'histoire à l'Université de la Sorbonne à Paris en 1989, l'inquiétude liée à la politique française de traque des immigrés et à l'absence de perspectives professionnelles vous amène à rejoindre, sous la houlette de Richard Joseph, New York, où vous découvrez la littérature africaniste anglophone. La liberté de parole que vous trouvez dans les universités américaines vous permet de ressusciter la figure de Oum, car faire revenir les morts, créer des zones de passage entre le passé et le présent, semble chez vous le ressort d'une quête intellectuelle intime. Dans votre exil démultiplié ensuite, car entre votre position de professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg, vos cours à Duke University et vos interventions dans le monde entier, on peine parfois à vous suivre, vous construisez une œuvre enfantée, comme vous l'avez merveilleusement relaté dans Écrire l'Afrique sur une faille, du fond de vos nuits personnelles et de la nuit du monde. Nuit des morts, dont les ombres et les doubles déambulant parmi les vivants ont hanté votre enfance à Malande. Nuit du colonialisme, dont l'écho, porté par les récits de votre grand-mère sur la geste coloniale, nourrit, dans la naissance du maquis dans le Sud Cameroun, histoire des usages de la raison en colonie, votre réflexion sur l'émergence du nationalisme et du mouvement d'indépendance camerounais. Nuit de la post-colonie, quand vous posez dans De la post-colonie, essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine, et Sortir de la grande nuit, essai sur l'Afrique décolonisée, un diagnostic radical sur la période qui a suivi les indépendances africaines, ou plus récemment encore, quand dans Critique de la raison nègre, vous montrez comment l'invention de la figure de l'esclave a soutenu la progression hégémonique du capitalisme libéral. Ces nuits enchevêtrées, passées et présentes, intimes et collectives, servent un questionnement historique, philosophique et poétique sur le colonialisme et ses héritages, fiévreux et sans relâche, qui n'hésite pas à bousculer les zones de confort des chercheurs et met le monde face à ces questions les plus dérangeantes.
J'aimerais dire merci de tout cœur à Claire pour cette introduction pleine de générosité. Elle m'a soudain renvoyé à des années, elles ne sont pas trop nombreuses, ne vous en faites pas. J'ai quelques peines à revenir là où on est. Mais merci pour cette introduction. Je voudrais également remercier Michel de tout cœur. Michel est quelqu'un qui nous est très cher. C'est quelqu'un qui nous a fourni les outils pour penser le monde contemporain. Ce que je voudrais faire ce soir, c'est je voudrais développer quelques réflexions très libres sur la forme quand. Je voudrais le faire en écho, non pas en écho à l'œuvre colossale de Michel sur cette question, mais comme une petite note de bas de page d'un texte qu'il n'a cessé d'écrire au cours des dernières années. Je voudrais le faire, et pour commencer, je voudrais rendre à César ce qui est à César, César étant pour l'occasion Hannah Arendt. Car depuis Hannah Arendt, l'espace-temps a joué un rôle philosophique central dans la compréhension de notre modernité. L'influence d'Arendt a été telle que, pendant plus d'un demi-siècle, l'interprétation de la forme quand a été dominée par ce qu'il faut bien désigner les politiques de l'extrême, c'est-à-dire, pour reprendre l'expression d'Aimé Césaire, les politiques de décivilisation qui, selon des mécanismes tantôt spectaculaires et tantôt invisibles et plus ou moins souterrains, auront été consubstantiels à la condition moderne. Dans ce contexte, le concept de quand renvoyait à trois idées relativement claires. Et d'abord, celle d'une radicale déshumanisation ou encore d'un devenir animal de l'homme. Et ensuite, celle d'une expulsion de l'humanité commune. Et enfin, celle d'un crime indissolublement couplé à l'oubli, le secret entretenu autour du crime servant à en effacer les traces. Sur le versant diurne de ces politiques de l'extrême se situaient les processus coloniaux, bien décrits par Frantz Fanon et d'autres, avec leur cortège de massacres, de guerres de conquête, de guerres d'occupation, et leurs inévitables pendants, les guerres de libération. Sur le versant nocturne se situaient les processus concentrationnaires exterminateurs dont ont témoigné bien des rescapés. Je pense en particulier à Jean Améry, lui-même lecteur de Fanon, en qui il trouva plus qu'un interlocuteur, presque un parent. Et comme l'avait bien vu Arendt elle-même, et plus tard Michel Foucault, reliant ces deux versants nocturne et diurne, la race, ou pour être précis, le racisme. Je veux dire par là que le quand et sa généalogie sont inséparables du racisme. Le racisme comme loi du sang qui, dans le contexte colonial, se veut également loi du sol, notamment dans les contextes de peuplement exterminateur. Encore faut-il, s'agissant des camps, opérer justement les distinctions nécessaires. La première est, bien entendu,
celle qui oppose les camps de concentration proprement dits et les camps d'extermination, ou encore la différence entre le sort réservé aux Juifs et celui des autres peuples des camps. Georges Bensoussan a raison de ce point de vue, lui qui suggère qu'une distinction soit faite entre l'univers des camps de concentration destinés aux peuples non juifs et les camps d'extermination où a été perpétré le judéocide. Les camps ouverts destinés à accueillir les ennemis politiques et les centres de mise à mort en tant que tels. Encore que, une fois de plus, l'on aura beau séparer ces structures, quelque chose fondamentalement les relie entre elles et c'est cette relation qu'il nous faut penser. Tous les camps ne furent pas des camps de la mort programmés, mais le propre du camp est d'être un espace sur lequel plane la souffrance et éventuellement diverses formes de la mort. La mort lente par l'épuisement, le travail ou l'abandon et l'indifférence, ou, comme on a pu le voir au cœur même de l'Europe, la pure et simple disparition par le gaz, la réduction en cendres. Ces deux structures, le dispositif concentrationnaire au sens strict du terme et l'appareil exterminateur proprement dit, ces deux structures ont pu coexister, voire se relayer. Dans les deux cas, ils ont abrité une humanité déclarée tantôt inutile, tantôt nuisible, tantôt perçue comme ennemie, et de toutes les façons parasite et superfétatoire. C'est ainsi que, dans la philosophie moderne, le monde des camps est devenu inséparable du monde d'un crime singulier, un crime perpétré dans le secret, le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité ne fait pas nécessairement de son auteur quelqu'un d'étranger à notre humanité. Il n'est pas un crime commis par des fous. Il est commis par un système qui ne considère pas ces actes comme des crimes, mais comme une tâche certes pénible, mais nécessaire. Ceci étant, l'on comprend pourquoi le camp est également le monde d'une forme singulière de la vie dans l'horizon d'un génocide potentiel. Ce crime qui n'est pas nécessairement reconnu comme tel, appelons-le le crime de bonne foi. Le lieu colonial en est l'expression moderne la plus manifeste. Et donc, il est tout à fait nécessaire de revenir sur les origines coloniales de la forme camp. La couronne britannique et l'empire colonial espagnol en eurent l'initiative au tournant du XXe siècle. Les Britanniques, lors des opérations menées pendant la guerre des Boers en Afrique du Sud, entre 1889 et 1902, et les Espagnols lors de la guerre de Cuba à partir de 1895. La forme camp surgit donc au détour des logiques militaires des politiques coloniales. La logique concentrationnaire a donc bel et bien existé avant sa systématisation et sa radicalisation sous le Troisième Reich. Elle n'est pas une invention des nazis. Dans le cas sud-africain, la puissance coloniale fait face à une logique de guérilla. Au lieu d'affronter ouvertement l'ennemi sous la forme d'une armée constituée, les Boers reprennent leur habit civil, se réinsèrent dans la population locale et, à partir de cette position, mènent des attaques surprises qui déstabilisent l'armée anglaise. Cette dernière répond en instituant des camps de concentration légalisés par le gouvernement en décembre 1900. Ces camps sont présentés comme des mesures d'exception
visant à séparer les populations civiles des combattants que les forces coloniales cherchent à isoler et à abattre. Populations civiles, notamment femmes et enfants, sont dès lors enfermés dans des camps, des périmètres de barbelés, où les taux de mortalité sont exceptionnellement élevés. Au modèle concentrationnaire colonial, le Troisième Reich ajoute une dimension cruciale, la planification de la mort de masse. Ce modèle aura d'ailleurs déjà fait l'objet d'une expérimentation dans le sud-ouest africain en 1904, lorsque les héréros feront les premiers l'expérience du travail forcé en système concentrationnaire, le premier génocide du XXe siècle. On est donc en droit de se demander, au regard de ce que je viens d'avancer, si le camp ne fut qu'un dispositif périphérique et ponctuel dans une stratégie militaire coloniale dirigée contre des populations au loin avec lesquelles tout ou presque tout nous sépare. Car, je le répète, la logique concentrationnaire a bel et bien existé en dehors des colonies, sur le territoire européen et pas seulement sous sa forme nazie. Elle a existé avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. S'agissant donc de la logique concentrationnaire, je ne parle pas de la logique exterminatrice, l'exception nazie est elle aussi exceptionnelle que cela. En 1942, par exemple, la France compte une bonne centaine de camps, un véritable archipel étendu à l'ensemble du territoire hexagonal. Les premiers de ces camps ne sont pas apparus sous le régime de Vichy, mais bien sous la Troisième République finissante de Daladier et sa loi du 18 novembre 1938 concernant, je cite, « tous les individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique ». Qui sont ces individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique? Dans la plupart des cas, ce sont des réfugiés allemands et autrichiens, des gens qui ont fui leur pays. Ce sont surtout, à partir de 1933, des Juifs, puis à partir de 1939, des Espagnols, anciens combattants de la cause républicaine. Beaucoup sont placés dans des camps qui sont à la fois des lieux de rassemblement, d'hébergement et éventuellement d'internement. Les taux de mortalité dans ces espaces à proximité de la frontière, je pense par exemple à Argelès, Saint-Cyprien, Barcarès, Arles-sur-Tech ou Pras de Mollo, les taux de mortalité sont parfois ahurissants, mais il ne s'agit guère de lieux où est planifiée la mort de masse. S'y expérimente néanmoins une certaine radicalisation des dispositifs préventifs, répressifs et punitifs, sur fond de production de figures multiples du bouc émissaire, cet étranger qui est une bouche inutile dont il faut se débarrasser, qui vient voler les emplois des Français, et petit à petit, qui devient la figure d'un être à peine humain, élément biologique dégradé, dont les tares et les pathologies se transmettent par la reproduction. Tous ces termes sont évidemment tirés de l'époque. Avec Vichy, la logique concentrationnaire est bouclée. L'on voit en effet apparaître de véritables camps d'internement et de déportation destinés aux populations juives. Compiègne, Rivesaltes, les Milgures, mais surtout Pithiviers, Bonne-la-Rolande et Drancy, cette antichambre de la mort d'où partiront les convois pour Auschwitz. Ces brefs rappels historiques sont nécessaires parce qu'un certain nombre de questions n'ont toujours pas été tranchées. Par exemple, de quel type de société et de quel type d'État le camp de concentration est-il la figure? Quelle différence existe-t-elle
en le camp en tant que dispositif central des guerres coloniales et le camp en tant que lieu d'internement de réfugiés, d'étrangers ou même lieu de mise à l'écart d'un certain nombre de populations, voire de nationaux déclarés comme ennemis. Tout espace carcéral ne participe pas nécessairement du système concentrationnaire ou du dispositif d'extermination. À partir des nazis, le camp devient l'espace où s'abîme le mode de pensée utilitaire à travers lequel les hommes avaient jusque-là conçu leur vivre ensemble. Le camp devient le lieu où se déroule une pure et simple liquidation de l'humanité. Cette liquidation est asservie à la logique d'un mouvement historique qui sépare les hommes en deux populations rigoureusement distinctes. Il nous faut donc retenir ces origines du camp dans le chaudron des guerres coloniales, des guerres asymétriques par définition, et plus tard dans les guerres civiles et leurs suites, et finalement dans l'horizon de la guerre mondiale. Ces trois formes de la guerre coloniale, la guerre civile et la guerre mondiale, sont encore avec nous et continuent, me semble-t-il, de contribuer à la manufacture des camps dans le monde contemporain. Il nous faut sans cesse revenir à ces origines et continuer de les réinterroger dans les conditions contemporaines parce qu'elles suggèrent bien comment, au principe du camp, se trouve toujours un projet de partition et d'occupation. Partition et occupation vont de pair avec l'expulsion et souvent avec un programme avoué ou inavoué d'élimination. C'est ce crime originaire que l'on cherche ensuite à oublier et dont on s'efforce d'effacer à tout prix les traces. La production des camps dans la modernité a été possible lorsque certaines humanités ont été expulsées de l'humanité commune. Que la figure du camp soit impensable sans le fil de fer barbelé montre à quel point le barbelé apparaît bien comme l'opérateur privilégié de cette partition et expulsion. Au demeurant, ce n'est pas pour rien que la forme camp aura accompagné à peu près partout les logiques coloniales de peuplement éradicateur. Donc, voilà la première série d'observations que je voulais partager avec vous à l'occasion de cette conférence. Venons-en au monde contemporain des camps. Michel Agier en fait une brève énumération dans son introduction à l'ouvrage « Un monde de camps » qu'il vient de diriger aux éditions La Découverte. Camp de réfugiés. Là, je suis en train de citer la toute première phrase de cette introduction. Camp de réfugiés, camp de déplacés, campement de migrants, camp d'étrangers, zone d'attente pour personnes en instance, zone de transit, centre de rétention ou de détention administrative, centre d'identification et d'expulsion, point de passage frontalier, centre d'accueil de demandeurs d'asile, centre d'accueil temporaire, village de réfugiés, village d'insertion de migrants, ghetto, jungle, foyer, maison de migrants, la liste s'allonge sans cesse, remarque-t-il. Cette interminable liste ne cesse de renvoyer à une réalité sans cesse présente, même si souvent largement invisible, pour ne pas dire familière, finalement banale. Le camp, devrions-nous dire, n'est pas seulement devenu une partie structurante de la condition planétaire. Il a cessé de scandaliser. Mieux,
l'encampement n'est pas seulement notre présent, il est notre futur, notre solution pour tenir à l'écart ce qui dérange, je cite Agier, pour contenir et rejeter ce qui, humain, matière organique ou déchets industriels étant trop, bref, l'une des formes du gouvernement du monde. Je voudrais relever trois points, trois ou quatre points de la pensée de Michel qui me paraissent absolument centraux pour notre compréhension du phénomène des camps dans le monde aujourd'hui. Et d'abord, un point méthodologique, car pour comprendre le sens et le devenir des camps aujourd'hui, suggère Michel Agier, il importe de recourir à une approche qui fasse justice à la complexité et à la diversité des situations concrètes, qui soit à la fois cette approche descriptive, historique et critique. L'hypothèse qui sous-tend ces réflexions est la suivante. Il est en train de se former à l'échelle planétaire un dispositif des lieux de confinement qui est global. Il est global dans la mesure où il inclut et dépasse tous les cas particuliers. Ce dispositif global, suggère Michel Agier, repose sur des histoires spécifiques et aux profondeurs variables. C'est l'histoire des peuples en exil, d'autres enquistés dans des conflits sans fin. C'est l'histoire de réfugiés citadins et autres catégories sociales, toutes sortes de gens pris dans le maelstrom de la mobilité, des personnes sans droit de séjour, des gens forcés de ou ayant choisi de se mouvoir avant d'être repris et enfermés, assignés à une relative immobilité, mais qui, loin d'être des victimes passives d'un ordre du monde, transforment leur vie en inventant une politique dans les lieux même de leur relégation, lieux auxquels il arrive à certains d'entre eux d'être attachés au point de ne plus vouloir le quitter. Dans une large mesure, le gouvernement de notre monde passe donc désormais par le gouvernement des mobilités. Gouverner le monde aujourd'hui, c'est déterminer qui peut bouger, quand et dans quelles conditions. Le quand, dans ces conditions, est le produit des mouvements avortés. Tel est un des premiers axes de réflexion que Michel Agier développe et qui, me semble-t-il, nous permet de commencer à établir quelle est la différence entre les camps d'hier, dont l'esprit est toujours avec nous, même si la forme a changé, et les camps d'aujourd'hui. Agier montre également que l'un des traits distinctifs des formes contemporaines du camp, c'est le processus de leur transformation d'espaces vides et stériles en ce qu'il appelle des lieux anthropologiques, c'est-à-dire des lieux habités par, des lieux produits par des vies en gestation, des vies exposées par définition à l'instabilité et à la précarité. Ce sont des vies produites au point de rencontre du temps court, celui de l'urgence, et du temps long, du temps du provisoire et de celui de l'empreinte. Le temps de l'urgence, c'est ce temps qui appelle à l'action directe, immédiate, ici et maintenant, tout de suite, parce que l'on ne peut guère s'offrir le luxe d'attendre. Mais cette injonction à agir tout de suite, à ne pas attendre, puisque quelque part il serait criminel d'attendre, cette injonction laisse parfois la voie ouverte à un présent sans fin, un présent qui privilégie la survie, tout en plaçant des contraintes indues sur les possibilités effectives de la reproduction sociale.
Et donc même, disons, Agier insiste surtout sur l'ambivalence des camps. Un troisième point. Et d'abord, ce ne sont point des espaces clos, il s'agit d'espaces locaux, interconnectés, qui conjuguent l'éphémère et le durable. Il s'agit de lieux de vie et de resocialisation. Sur un plan spatial, il s'agit souvent de camps-villes, si typiques, argumente-t-il, des urbanisations précaires de notre monde. Les camps-villes incarnent des situations de frontières, de nouvelles formes de vie s'y réinventent et font du camp non pas un lieu d'anomie, de chaos et de pathologie, mais le laboratoire d'une certaine forme de cosmopolitisme dans des contextes locaux toujours différents, des situations locales de crise. Encore faut-il, après avoir dit un mot sur la forme camp, en dire un autre sur la politique des encampés. De ce point de vue, Michel Agier avance un certain nombre de propositions. Je voudrais n'en citer que deux. Et d'abord, il définit la forme camp comme renfermant trois caractéristiques. Le camp est un lieu d'extraterritorialité, un lieu d'exception et un lieu d'exclusion. Et il y a toujours une politique des encampés qui ne se résume pas à l'identité victimaire ou culpabilisante. Finalement, que nous disent les camps au sujet de l'avenir du monde? Ce que les camps anticipent de manière radicale, dit Agier, c'est une problématique de la vie et de la citoyenneté aux marges de l'État-nation. Les camps nous obligent à nous poser au moins deux types de questions. Premièrement, comment penser la société mondiale de demain sans prendre en considération l'urbanisation durable des camps comme réalité à la fois entièrement globale et entièrement locale? Et deuxièmement, comment la penser sans prendre en considération la réalité qui est celle de la disparition de l'étranger. Je voudrais maintenant, troisième et dernier moment de cette libre réflexion, revenir sur cette problématique de la disparition de l'étranger. Et par là même dire deux ou trois choses au sujet des mécanismes de production des camps dans les conditions contemporaines. Il est utile, paraît-il, de ce point de vue, de revenir à ce début du XXIe siècle et à ce qui en constitue comme le cœur. Ce cœur, c'est la planétarisation des marchés, par quoi il faut comprendre la privatisation du monde sous l'égide du néolibéralisme et l'intrication croissante de l'économie financière, du complexe militaire post-impérial et des technologies électroniques et digitales. Je suis en train d'avancer l'hypothèse selon laquelle ce cœur de ce début du XXIe siècle est producteur d'une nouvelle forme du camp. Et je crois que notre réflexion gagnera en profondeur si elle prend au sérieux les effets d'encampement générés par ces trois mutations. Par néolibéralisme, il faut entendre une phase de l'histoire de l'humanité dominée par les industries du silicium et les technologies numériques. Le néolibéralisme est au fond l'âge au cours duquel le temps court, dont parle Agier dans un autre contexte, ce temps court est en passe d'être converti en force procréative de la forme argent. Le capital ayant atteint son point de fuite maximal, un mouvement d'escalade est enclenché
il repose sur la vision selon laquelle tous les événements et toutes les situations du monde de la vie peuvent être dotés d'une valeur sur le marché. Et ce mouvement se caractérise aussi par la production, sur une échelle généralisée, de l'indifférence. Le codage forcené de la vie sociale en normes et en chiffres, ainsi que par diverses opérations d'abstraction qui prétendent rationaliser le monde sur la base des logiques de l'entreprise. Hanté par un double funeste, le capital, notamment financier, se définit désormais comme illimité, aussi bien du point de vue de ses fins que du point de vue de ses moyens. Il ne dicte plus seulement son propre régime du temps, ayant repris à son compte la fabrication de toutes les relations de filiation, il cherche à se multiplier par lui-même dans une série infinie de dettes structurellement insolvables. Le camp, la forme camp, est une des manifestations spatiales de ces dettes structurellement insolvables. C'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des camps durent le temps qu'ils durent. Maintenant, davantage encore, le néolibéralisme représente l'âge au cours duquel capitalisme et animisme, longtemps difficilement tenus à l'écart l'un de l'autre, tendent finalement à ne plus faire qu'un. De cette fusion potentielle résulte un certain nombre de conséquences déterminantes pour notre entendement du camp, dans sa relation avec la race, ou, si vous voulez, avec le racisme. D'abord, comme j'essaie de le montrer dans Critique de la raison nègre, nous vivons une période de l'histoire moderne où les risques systémiques auxquels seuls les esclaves nègres furent exposés au moment du premier capitalisme constituent désormais, sinon la norme, du moins le lot de toutes les humanités subalternes. Ensuite, cette universalisation tendancielle de la condition nègre va de pair avec l'apparition de pratiques impériales inédites. Celles-ci empruntant aux logiques esclavagistes de capture et de prédation, qu'aux logiques coloniales d'occupation et d'extraction, voire des guerres civiles ou de razzias des époques antérieures. Par ailleurs, capture, prédation, extraction et guerre asymétrique vont de pair avec la rebalkanisation du monde et l'intensification des pratiques de zonage, par quoi il faut comprendre une complicité inédite de l'économique, du militaire et du biologique. On le voit très bien, pour vous donner un exemple, ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée en particulier, avec l'épidémie d'Ebola, où effectivement on vit dans un pays, le Libéria, où se trouve l'une des plus importantes plantations de caoutchouc au monde. Une plantation de caoutchouc exploitée par Firestone depuis presque un siècle déjà. Comment se fait-il que au Libéria, au moment de l'explosion de l'épidémie Ebola, il n'y ait pas comment vous appelez ça en français, les gants? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de gants dans le premier pays producteur de caoutchouc au monde, et ceci depuis presque un siècle? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de gants alors que l'on assiste au Libéria, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et ailleurs, à la course pour les ressources bio-végétales du continent, par le biais d'un capitalisme de type philanthropique qui récolte à peu près partout les virus,
les microbes, les espèces, toutes sortes d'espèces. Et donc, cette complicité inédite de l'économique et du biologique et du militaire participe à des situations paradoxales, telles que ce que l'on observe au Libéria, où l'ensemble d'un pays tout entier est sur le point de devenir, de se congeler à l'image d'un camp. Renfermement de l'intérieur, confinement de l'intérieur et confinement de l'extérieur. C'est ce que j'appelle les pratiques de zonage. En termes concrets, cette complicité de l'économique, du biologique et du militaire se traduit par la militarisation des frontières, le morcellement des territoires, leur partition et la création à l'intérieur des États existants d'espaces plus ou moins autonomes, parfois soustraits à toute forme de souveraineté nationale, mais opérant sous la loi informelle d'une multitude d'autorités fragmentées et de pouvoirs armés privés, ou sous la tutelle d'entités internationales à prétexte ou à raison humanitaire ou tout simplement d'armées étrangères. Ces pratiques de zonage vont généralement de pair avec un maillage transnational de la répression, le quadrillage idéologique des populations, la location de mercenaires affectés à la lutte contre les guérillas locales, la formation de commandos de chasse, le recours systématique aux emprisonnements de masse, à la torture et aux exécutions extrajudiciaires. Grâce aux pratiques de zonage, un impérialisme de la désorganisation manufacture des désastres et multiplie à peu près partout les conditions d'exception tout en se nourrissant de l'anarchie. À coup de contrat au titre de la reconstruction et sous prétexte de combattre l'insécurité et le désordre, firmes étrangères, grandes puissances et classes dominantes autochtones font main basse sur les richesses et gisements des pays ainsi vassalisés, transferts massifs de fortune en direction d'intérêts privés, des possessions d'une part grandissante des richesses que les luttes passées avaient arrachées au capital, paiement indéfini de blocs de dettes, la violence du capital frappe désormais, y compris l'Europe elle-même, où une nouvelle classe d'hommes et de femmes structurellement endettés apparaît. Toujours cette question de la dette, et surtout de la dette insolvable. Je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples, disons, de ce devenir nègre du monde, qui va de pair avec, effectivement, la prolifération des camps. Je voudrais terminer par un point que j'ai soulevé tout à l'heure, lorsque j'avançais l'hypothèse selon laquelle la forme camp est inséparable, disons, l'histoire de la forme camp est inséparable de l'histoire du racisme. Je voudrais terminer par là. Je crois qu'à la faveur du processus de mondialisation et des effets contradictoires que celui-ci partout provoque, la logique de race refait irruption dans la conscience contemporaine. À peu près partout, la fabrication des sujets de race est relancée. Aux préjugés de couleur hérités de la traite des esclaves et traduits dans les institutions de la ségrégation, au racisme antisémite et au modèle colonial de bestialisation des groupes jugés inférieurs, sont venus s'ajouter de nouveaux invariants du racisme sur fond de mutation des structures de la haine et de recomposition des figures de l'ennemi intime. D'une part, et après un bref intermède, la fin du XXe siècle et le tournant du nouveau siècle coïncident avec le retour à une compréhension biologique des distinctions entre les groupes humains. Loin de marquer la fin du racisme, un nouveau déploiement de la race a fait jour dans la pensée génomique, par exemple. Qu'il s'agisse de l'exploration des bases génomiques des maladies chez certains groupes, ou du traçage des racines
ou des origines géographiques des individus, le recours à la génétique tend à confirmer les typologies raciales du XIXe siècle. On retrouve la même syntaxe raciale dans les discours sur les technologies reproductives impliquant la manipulation d'œufs et de sperme, ou encore dans ceux qui traitent des choix reproductifs sous forme de sélection des embryons, voire dans les langages concernant la planification de la vie en général. La futurologie échappe à peine à ce processus. De fait, rien n'empêche que dans un avenir plus ou moins lointain, les techniques génétiques soient utilisées pour gérer les qualités des populations et écarter par le biais de la sélection des embryons trisonomiques les races jugées indésirables. Il n'est pas exclu non plus que l'on en arrive à un point où le rôle fondamental de la médecine ne serait plus seulement de ramener à un état de normativité l'organisme détruit par la maladie, mais où l'acte médical consisterait désormais à refaçonner, selon un processus d'ingénierie moléculaire, la vie elle-même en fonction de déterminismes raciaux. Race et racisme n'ont donc pas qu'un passé, ils ont aussi un avenir, notamment dans un contexte où la possibilité de transformer le vivant et de créer des espèces mutantes ne relève plus uniquement de la fiction. Les transformations du mode de production capitaliste que j'ai évoqué rapidement il y a un instant n'expliquent pas à elles seules la réapparition et les diverses métamorphoses de la bête. Mais elles en constituent l'indéniable arrière-plan, au même titre, je le disais il y a un instant, que les immenses progrès réalisés dans les domaines de la technologie, de la biologie et de la génétique. Une nouvelle économie politique du vivant se met donc en place, irriguée par les flux internationaux de savoir, ayant pour composantes privilégiées aussi bien les cellules, les tissus, les organes, les pathogènes et les thérapies que la propriété intellectuelle. La réactivation de la logique de race va également de pair avec la montée en puissance de l'idéologie sécuritaire et la mise en place de mécanismes visant à calculer et à minimiser les risques et à faire de la protection la monnaie d'échange de la citoyenneté, question soulevée à Gier vers la fin de son introduction. La protection elle-même ne relève plus uniquement l'ordre de la loi, elle est devenue une question biopolitique. Les nouveaux dispositifs de sécurité ne reprennent pas seulement en compte des éléments des régimes antérieurs qu'elles font fonctionner sur le mode nanocellulaire à l'intérieur des tactiques propres à l'âge génomique et la guerre contre la terreur. Ils ont également recours aux techniques élaborées au cours des guerres contre-insurrectionnelles de l'époque de la décolonisation, des guerres sales du conflit Est-Ouest et des expériences d'institutionnalisation de dictatures prédatrices sous l'impulsion ou la complicité des agences de renseignement des grandes puissances. Par ailleurs, la montée en puissance de l'état de sécurité dans les conditions actuelles s'accompagne d'une remodélisation du monde par les technologies et d'une exacerbation, je le disais, des formes d'assignation raciale. Face à la transformation de l'économie de la violence dans le monde, les régimes démocratiques libéraux se considèrent désormais en état de guerre quasi permanente contre des ennemis nouveaux, fuyants et mobiles. Le théâtre de cette nouvelle forme de la guerre, qui exige une conception totale de la défense et un relèvement des seuils de tolérance pour l'exception et les dérogations, est à la fois externe et interne. Sa conduite impose que soient mis en place des dispositifs panoptiques serrés et un contrôle accru des personnes, de préférence à distance, via les traces qu'elles laissent. Davantage encore, elle requiert une gémellité sans précédent entre les sphères civiles, policières et militaires, les dispositifs policiers et militaires devant désormais irriguer l'ensemble de la société et le droit devant être réaménagé pour rendre possible une circulation plus fluide de la violence d'État.
Dans ce contexte, le citoyen est redéfini comme le sujet et le bénéficiaire de la surveillance. Celle-ci s'exerce de manière privilégiée par le biais de la transcription des caractéristiques biologiques, génétiques et comportementales en empreintes numériques. Dans ce nouveau régime technétronique caractérisé par la miniaturisation, la dématérialisation et la fluidité dans l'administration de la violence d'État, les empreintes permettent de mesurer et d'archiver l'unicité des individus. Les parties inchangeables du corps humain deviennent ainsi la pierre angulaire de systèmes inédits d'identification, de surveillance et de répression. Et donc, et je termine par là, ce à quoi nous assistons, c'est à une molécularisation plus poussée que jamais de la forme Kant. Du coup, je vais terminer par cette provocation. Ce n'est pas seulement que le monde demain est fait de multiples camps, de camps de multiples formes, c'est que le risque que nous courons, c'est de devenir, dès aujourd'hui et surtout demain, nous-mêmes, autant de camps ambulants. Je vous remercie.